aujourd'hui, il a été établi par la grande entreprise Facebook, comme vous le savez, contrôle WhatsApp. Il a été établi que certains des utilisateurs de sa messagerie qui s'appelle WhatsApp ont été victimes de la pénétration ou de l'utilisation d'un logiciel espion qui s'appelle Pegasus, qui est un logiciel qui est commercialisé par une société israélienne qui s'appelle NSO. Ça a été à la une de beaucoup de journaux il y a quelques mois. D'accord. D'ailleurs, le procès va s'ouvrir dans les jours qui viennent. Le procès de NSO intenté par Facebook va s'ouvrir dans quelques jours. Or, ce type de logiciel est de nature quasi militaire. D'accord. C'est un logiciel extrêmement puissant d'espionnage. D'ailleurs, il a été utilisé par l'État saoudien contre Khashoggi avant son enlèvement et son meurtre, et bien d'autres cas de violation des droits de l'homme. Donc, vous avez un groupe de citoyens marocains à qui Facebook a dit vos téléphones ont été infectés donc, par ce virus qui est un virus d'espionnage extrêmement avancé. Normalement, un État qui se respecte, un État qui me dit je vais jusqu'à voir ce qui se passe surveiller les réseaux sociaux pour protéger mes citoyens, devrait s'emparer de cette affaire et donc investiguer. Oui. Et donc, nous avons aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, je crois qu'il y a 14 personnes de nationalité marocaine dont l'attaque par Pegasus est avérée, est établie. Et mieux que cela, 12 d'entre eux ont même présenté une demande officielle à l'État marocain pour que celui-ci ouvre une enquête. Et l'État marocain n'a pas ouvert d'enquête. Je ne sais pas si vous avez entendu ma question. Est-ce que vous en faites partie de ces 14 personnes? Oui, absolument. Je fais partie, je suis de ceux qui ont été avertis par WhatsApp et donc Facebook que mon téléphone avait été, que mon compte WhatsApp avait été infecté par le logiciel Pegasus. Et je suis un des co-signataires d'une demande officielle à l'État marocain pour ouvrir une enquête et nous sommes heurtés à une fin de non-recevoir. Donc vous voyez ce que je veux dire, c'est que nous sommes face à un deux poids, deux mesures qui rend l'attitude de l'État marocain véritablement risible, problématique et risible n'est peut-être pas le mot parce qu'en réalité le mot qu'on devrait choisir ici c'est tragique et non pas risible. Donc voilà la situation dans laquelle se trouvent aujourd'hui ceux qui au Maroc osent critiquer le régime marocain. Ils ont affaire à un État ou plutôt pas un État, je dirais, face à des élites politiques qui utilisent les instruments de l'État contre eux, qui n'hésitent pas donc à instrumentaliser la justice, à instrumentaliser les moyens d'investigation de l'État et instrumentalisent même la presse, une presse qui a été reconnue comme étant une presse quasi exclusivement de diffamation contre eux. Et c'est la situation aujourd'hui que vit notamment Matem Onjib. Et vous voyez, lorsque vous analysez l'attitude de l'État marocain vis-à-vis de ses opposants, parfois nous avons le sentiment qu'il s'agit, au-delà de la répression qui, à mon avis, est établie, mais c'est une répression vengeresse. C'est-à-dire que l'État se comporte, j'allais même dire émotionnellement, en étant vengeur vis-à-vis de ces voix de ces voix libres dont le seul crime en réalité c'est d'essayer d'informer les Marocains sur la réalité du pouvoir politique au Maroc et d'essayer en fait d'améliorer la situation de notre pays. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette indulgence occidentale qui perdure maintenant depuis, je dirais même depuis l'ère hassanienne? Écoutez, c'est une question qui est très intéressante. Bon, d'abord, ce que vous dites est moins vrai aujourd'hui. Il l'était, j'allais dire, avant 2011. D'accord. Après 2011 et ces dernières années, je pense que c'est moins vrai. Je ne dis pas que ça a été totalement démenti, que le Maroc ne bénéficie plus, pour être plus précis, le régime marocain ne bénéficie plus d'une réputation qui, à mon avis, n'est pas méritée. Mais je pense qu'il y a eu une dégradation de cette image dernièrement. Une dégradation d'abord relative. Pourquoi? Parce que
Aujourd'hui, nous avons un pays qui s'appelle la Tunisie, qui, malgré tous les problèmes qu'on peut recenser, des défauts de sa démocratie, c'est un pays qui est en train qui a commencé par l'essentiel, et donc par une constitution réellement démocratique, même si elle est perfectible. Donc aujourd'hui, nous avons dans le monde arabe, dans le monde, enfin pas le monde arabe, dans le Moyen-Orient, la première nation démocratique est reconnue comme telle. D'ailleurs, quand je parlais tout à l'heure des organismes internationaux, aujourd'hui, la Tunisie est reconnue par tout le monde comme une démocratie. Une démocratie avec des défauts, mais une démocratie. Le Maroc n'a jamais été reconnu comme étant une démocratie. Donc, tous ceux qui s'occupent sérieusement de ces sujets-là vous diront que le Maroc est un autoritarisme qui parfois peut paraître comme étant un autoritarisme éclairé, mais le Maroc n'a jamais été considéré comme étant une démocratie, pour une raison qui est très simple. Hein. Tout à l'heure, j'ai parlé du fait que les institutions marocaines étaient sous-développées. Pour être plus précis, vous pouvez me demander, mais quel est votre standard? Quel est votre... absolument. C'est très simple. C'est qu'au Maroc, vous avez les élites les plus puissantes politiquement ne rendent pas de compte constitutionnellement. C'est-à-dire que ceux qui dirigent le pays véritablement, qui ont le dernier mot dans la gestion du pays, ne rendent pas compte constitutionnellement. Mais qui dirige le pays selon vous, M. Jamaï? Oui, écoutez, c'est une architecture, mais évidemment, la monarchie est au centre de cette architecture, à l'évidence. Vous voyez? Mais c'est un conglomérat donc d'élite, mais avec au centre, bien évidemment, la monarchie marocaine. Or, le monarque qui est le dépositaire de tous les pouvoirs de façon directe ou indirecte, lui n'est pas critiquable, ne rend pas compte de ses faits et actes, de ses faits et actes. Et donc, lorsque vous avez des systèmes où ceux qui dirigent le pays ne rendent pas de compte, c'est à ce moment-là qu'on peut qualifier ce pays de pays sous-développé institutionnellement. Donc, mais le Maroc s'en était toujours sorti. Pourquoi? Parce qu'il y a effectivement des sujets, à tort ou à raison, je dirais à raison, sont considérés comme des sujets qui sont marqueurs de la modernité. C'est les droits de la femme, d'un côté. C'est un peu plus problématique, c'est l'ouverture à la globalisation économique mondiale. Et c'est aussi, malheureusement, et c'est un élément qui joue beaucoup en Israël, aux États-Unis et qui est d'actualité, c'est votre attitude aussi vis-à-vis d'Israël. Bon, évidemment, par rapport à l'Europe, c'est beaucoup moins, je dirais, que ce n'est pas le sujet le plus important, mais effectivement, vis-à-vis des États-Unis, lorsque vous êtes un État autoritaire mais que vous apparaissez comme étant plutôt, surtout si vous êtes un pays musulman ou un pays arabo-musulman, et que vous êtes plutôt dans une attitude bénigne bénigne au sens anglais, donc positive vis-à-vis de l'État d'Israël, vous gagnez beaucoup de crédit vis-à-vis des élites politiques américaines. Or, le Maroc a joué sur ces registres. Alors, le problème avec ces registres, c'est quoi? C'est que sur l'affaire, par exemple, des droits de la femme, qui bien évidemment est un sujet très important et qui évidemment transcende l'intérêt que l'Occident peut avoir pour ce sujet. Parce que je pense qu'en soi, c'est un débat que nous devons avoir et ce sont des droits que nous devons développer encore plus dans nos pays. Mais comme nous le savons, cette affaire des droits de la femme a été instrumentalisée par Ben Ali, par Moubarak. Elle est instrumentalisée aujourd'hui par Sisi en Égypte et l'État marocain l'instrumentalise. Vous voyez? Donc ce n'est pas, par exemple, je pense que ce n'est pas tout à fait un hasard que parmi ceux qui ont été arrêtés récemment, qui sont considérés comme des critiques du régime, ont été accusés d'agression sexuelle vis-à-vis de femmes. Enfin, dans le cas dans le cas de Souleymane Ressouni, il s'agit d'une agression homosexuelle. Mais dans le cas de Omar Radi, c'est une agression donc d'une jeune femme. Pourquoi? Parce que le régime marocain essaye de surfer la vague MeToo. Vous voyez? Et effectivement, c'est très compliqué lorsqu'on vous dit qu'il y a eu viol. Moi, le premier, je ne peux pas dire non, Omar Radi est innocent. Je ne peux pas dire Souleymane Ressouni est innocent. Et ils savent très bien, le régime, en les poursuivant sous ce chef d'accusation, qu'il est très compliqué après de leur venir en aide. Sauf que, et c'est là où nous, on doit être absolument vigilants, c'est que
très bien, il y a une accusation, mais quelles sont les garanties justement que cette accusation va suivre un processus équitable? Et c'est là où le bât blesse.